partager? C'est vous qui le dites, une goutte d'eau dans la mer, vous l'avez si bien dit, s'il faut faire une analyse de la situation depuis la signature de l'accord politique global, depuis le 20 août 2006, où le gouvernement, ensemble avec les principaux acteurs de la classe politique, ont essayé de mettre sur papier le seul compromis, puisque jusqu'à preuve du contraire, l'APG demeure le seul compromis qui réunit tous les acteurs politiques. Alors, si quelques années plus tard, le constat est fait que la mise en œuvre même de certaines réformes, à savoir les réformes constitutionnelles et institutionnelles, n'ont pas été faites, la grande question de savoir où se situe la responsabilité. Quand je m'en tiens un tout petit peu au discours de fin d'année et ce prononcé la veille de la fête nationale du Togo, je crois que depuis 2006, le chef de l'État s'est prêté à ce jeu. Nous allons traduire dans les faits tous les engagements que nous avons faits. Reste maintenant à savoir pourquoi les réformes ne sont pas faites jusqu'aujourd'hui. Oui, mais quand nous revenons un peu même sur le contenu de l'accord politique global, elle préconisait également des réformes. Mais au lendemain même de cela, il y a eu beaucoup de cadres qui ont été ouverts. Hein. Nous avons le Togo Télécom, le CPDC et tous ces trucs-là. Mais est-ce qu'en demandant, par exemple, au chef de l'État, parce que c'est à la demande du chef de file de l'opposition que le dialogue de Togo Télécom a été ouvert, est-ce qu'en relevant un débat comme ça, ce n'est pas mettre aux oubliettes, par exemple, l'APG? Non, je crois que c'est l'APG même qui a préconisé que des cadres sont ouverts avant que la mise en œuvre de ces réformes ne soit, il faut que la classe politique se regroupe, que la classe politique essaie, à travers ses acteurs, de voir ce qui est faisable. Mais le constat aujourd'hui, c'est que l'accord même a préconisé tout ce qu'il faut. Parce que quand vous parcourez l'accord, vous allez voir que le faux fuyant dont fait montre le régime actuel ne devait normalement pas avoir de mise si la volonté politique y est. C'est parce qu'on a remarqué qu'il y a eu une mauvaise foi de la part de ceux qui dirigent le pays, qui disent quelque chose le matin et qui le changent le soir. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Quand vous prenez un tout petit peu ce livret qui a été élaboré par le gouvernement lui-même, quand vous prenez la page 9, je fais juste un clin d'œil sur ce que le gouvernement lui-même a dit concernant la mise en œuvre sur le livret, il a été intitulé comment? Pour permettre aux téléspectateurs de comprendre un peu de quoi le livret blanc du gouvernement sur les recommandations de la CVJR. Voilà, on va lire. Alors, à la page 9, les réformes politiques, institutionnelles et sécuritaires. Le gouvernement togolais exprime sa ferme conviction que le processus enclenché n'a de réelles chances d'atteindre l'objectif d'apaisement, de réconciliation et de paix que s'il s'accompagne de réformes institutionnelles et sécuritaires renforçant les garanties de non-répétition des violences, des atteintes aux droits de l'homme et à l'intégrité physique des personnes. À ce titre, le gouvernement accepte les recommandations relatives aux réformes du système judiciaire, ce qui a été fait, aux réformes constitutionnelles, institutionnelles et sécuritaires. Voilà. Et je vais revenir un peu sur notre aspect de la chose. Je ne sais pas si vous partagez un peu sur ce point de vue développé par le confrère d'Infos. Non, s'agissant de cette correspondance envoyée au chef de l'État par le chef de file de l'opposition, moi je suis tout heureux de constater que le canal qu'il faut pour quand même relancer le débat politique a été utilisé. Il ne s'est plus agi d'appeler les jeunes, la population à prendre d'assaut les rues pour exprimer son ras-le-bas par rapport à cette lenteur dans la mise en œuvre des recommandations de l'APG. Mais il me plaît bien aussi de reconnaître que c'est déjà un pas parce que, entre-temps, certains avaient déjà même ignoré ceux-là qui, aujourd'hui, sont en train de ressusciter cet accord politique global, étaient ceux-là qui, entre-temps, avaient méprisé le même accord politique global. Entre-temps, quand le CAR donnait le ton que non, il faudrait absolument
qu'on se réfère à cet accord historique du 20 août 2006, il y avait certains qui semblaient voir le CAR comme une curiosité. Voilà. Mais aujourd'hui, il me plaît bien que certains constatent que le silence qui entoure le climat politique aussi n'est pas de bon augure et qu'il faut lancer une nouvelle dynamique, d'où la lettre du chef de file de l'opposition. Voilà. Mais ce n'est pas la première lettre. Les lettres antérieures, qu'est-ce qu'on en a fait? Quels sont les résultats auxquels on a abouti par rapport à ces anciennes correspondances? Il faut quand même revisiter un peu l'histoire pour voir un peu le sort réservé un peu à ces correspondances. Mais moi, j'aurais souhaité quand même qu'il y ait une manière concertée. Voilà. Il va falloir. C'est pas parce qu'on est chef de file de l'opposition qu'on peut jouer solo. La situation est tellement grave qu'il fallait mobiliser, Mais au vu des créer dissensions- cette synergie. Au vu Non. des dissensions au sein de cette opposition, est-ce qu'il fallait encore aller d'une seule voix? Mais Ça justement, serait possible parce que justement on sait que le certains cas- se replieraient derrière cette dissension-là pour dire que non, à partir du moment où ça vient d'un bord, eux, ils ne se rendent pas concernés. Si on s'était donné cette peine-là de ratisser large, de dire que non, finalement, après la présidentielle, il y a eu des points de désaccord. Maintenant, nous y sommes. Et bientôt, certaines joutes électorales se profilent à l'horizon. Voilà. Il faut aller à l'essentiel. Je crois qu'on aurait quand même ramolli certaines poches de résistance pour quand même fédérer toutes les forces de l'opposition autour de cette correspondance. Donc, Mais si... est-ce que ça serait possible à l'Euro Tchakala? Parce qu'on vu au vu du spectacle qu'ils ont livré peut-être à la veille de la présidentielle, parce qu'il y avait ce problème de leadership qui se posait. Il y a le quart d'un côté, il y a l'ANC d'un côté. Est-ce que ça serait possible peut-être de ratisser l'âge comme vous le dites? Mais il faut absolument Et prendre c'est une certaine exactement- hauteur. voilà. Et ces dissensions-là, vous avez vu ce que ça a donné finalement. Ça a tracé grandement le boulevard au président de la République qui a rempilé. Et ceux-là qui estimaient que sans les réformes, ils pouvaient quand même aller remporter quand même cette victoire, ont déchanté. Voilà. Donc si aujourd'hui ils estiment nécessaire de relancer le débat sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles, moi je crois que on ne peut qu'accompagner cette dynamique. Mais il appartient aux autres aussi de se retrouver dans ce même canevas Voilà. pour dire que non, mais on doit quand même faire table rase des dissensions qui avaient miné l'opposition pour maintenant faire front commun, faire bloc commun pour demander ce qui est de droit. Voilà. Ces accords-là, les réformes institutionnelles et constitutionnelles, si on arrivait à les opérer, ça ne serait pas pour l'image de M. Faure, ni encore moins de M. Faure, voilà. mais c'est pour l'image de notre pays, le Togo. Voilà. Donc on doit se sublimer, se transcender pour quand même permettre à notre pays d'avoir cette chance-là aussi, d'avoir des institutions fortes et d'avoir aussi des trucs qui puissent nous garantir que non, et le Togo aussi s'est hissé dans ces pays-là qui sont dans la dynamique de démocratie véritable. Voilà. Et réaction Edelfos? Oui, je voudrais faire savoir que depuis un moment, nous n'avons plus une opposition au Togo, mais nous avons des oppositions. Voilà. Pris comme tel, je voudrais aussi faire remarquer que au sein d'un certain nombre de regroupements, je voudrais parler en l'occurrence de CAP 2015, le débat a été posé de relancer la mise en œuvre des réformes institutionnelles et constitutionnelles, d'où la correspondance du chef de file de l'opposition. Voilà. Alors, dire que c'est solo, moi j'ai mené des investigations et je sais très bien que c'est au sein même de CAP 2015 que la décision a été prise d'envoyer une correspondance au chef de l'État pour le relancer. Oui, mais au sein du CAP 2015, il y a plus certains gros points, hein, par exemple, de l'opposition. On sait qu'il y a des partis, par exemple, représentés au Parlement, de l'opposition, je veux dire. J'ai fait savoir tout à l'heure Que voilà. que nous n'avons plus une opposition Opposition. au Togo, mais nous avons des oppositions. Ok. Et par affinité, les formations politiques Travailler ensemble. travaillent ensemble. Voilà. Et j'ai dit que, menant des investigations, on est arrivé à comprendre, puisque nous étions aussi un tout petit peu intrigués De cette démarche. de savoir que cette correspondance a été une émanation de la seule formation politique de l'ANC. Mais Voilà. nous avons été déchantés de constater que c'est au sein même de ce bloc de partis
politique de l'opposition que l'idée a germé et que ça a fait son effet. Bon, maintenant, le problème même, c'est que qu'est-ce qui empêche la mise en œuvre de ces réformes et qu'il faut que chaque fois qu'on envoie une correspondance au chef de l'État, qui est aujourd'hui le président d'une formation qui dirige le pays. Pourquoi doit-on sonner le chef de l'État avant que l'engagement pris par sa formation ne soit de mise? C'est la grande question. Ça ne devrait pas être le cas. Ça ne devait pas être le cas si on ne fait pas preuve de mauvaise foi. Oui, mais peut-être d'aucuns disent que les réformes peut-être n'arrangeraient pas le régime en place. Parce que si on faisait par exemple des réformes, on partirait vers la décentralisation, peut-être c'est pas une bonne chose. Je crois que c'est la réponse. La mise en œuvre, voilà, c'est le point de vue. La mise en œuvre même, la mise en œuvre de certaines réformes constitutionnelles n'arrange pas, moi je ne serais pas au conditionnel, n'arrange pas le pouvoir en place. Vous vous rendez compte que lors de la campagne électorale de M. Macky Sall, il avait dit aux populations sénégalaises qu'il allait réduire le mandat présidentiel. Voilà. Alors, le 31, dans son adresse à la nation sénégalaise, il est revenu sur sa promesse électorale. Et le 14 janvier dernier, il a adressé une correspondance à l'institution, laquelle, à l'Assemblée nationale, pour que une révision de la loi, des dispositions de l'article 27 de la Constitution sénégalaise soit revue. Et dans sa proposition, je cite, dans la nouvelle formulation, il dit « La durée du mandat du président de la République est de 5 ans, au lieu de 7 ans. » 7 ans, voilà. Cette disposition s'applique au mandat en cours. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Cet article ne peut faire l'objet de révision. Fin de citation. Alors, est-ce que vous vous êtes rendu compte que ce même problème s'est posé au Togo quand il était question de la mise en œuvre des réformes constitutionnelles, surtout pour l'article 59, qui demandait à ce que, une fois que cet article sera retouché, il faudrait que ça entre immédiatement en exécution. Voilà. Mais je me rappelle que sur ce même plateau, on a eu à débattre. Il fallait qu'on aille au point. Et les gens qui disaient qu'il n'était pas normal qu'une fois que la loi soit touchée, que ça entre en vigueur. La rétroactivité de on avait parlé de la rétroactivité de la loi, on avait parlé de tout. Et aujourd'hui, le régime, sachant très bien que c'est l'article 59 qui pose problème et qui bloque d'ailleurs les réformes, n'a pas daigné le faire, comme c'est le cas au Sénégal. Voilà. Aléo? Non, en fait, cette lettre, cette correspondance, on attend quand même la suite qui sera donnée, qui lui sera donnée. Mais je ne pense pas que le président de la République va se dédire parce que lors de son allocution le 2 janvier, voilà. Il a dit que il y a une commission qui a été mise en place pour voir comment est-ce que ces réformes-là vont être menées. Et aujourd'hui, si le chef de file de l'opposition a écrit, je ne pense pas qu'au regard de cet écrit-là, le chef de l'État puisse encore faire volte-face et lancer le débat dans un autre cadre. C'est pas une nouvelle fois des déclarations intentionnelles, parce que ce n'est pas la première fois que le chef de l'État nous parle de réformes, mais elles n'ont pas été appliquées. Qu'est-ce que vous voulez à partir du moment où devant il y a des dissensions qui profitent un peu au chef de l'État. Il ne peut que marcher là-dessus. Voilà. Ce n'est pas le chef de l'État qui va donner la conduite à suivre à tous ceux-là qui se prévalent de l'opposition pour que la pression lui soit mise pour qu'il puisse aller droit, puisque c'est lui qui a la main sur la manette. Si aujourd'hui ces réformes-là doivent se faire, c'est le chef de l'État. Mais à partir du moment où une commission a été créée dans ce sens-là, je crois que le chef de l'État, le président de la République, ne bougera pas d'un iota. Il préférerait que tout se fasse dans ce cadre-là qui a été créé. Mais jusqu'alors, on ne sent pas l'animation au sein de cette structure-là qui a été mise en place. Et
nous nous acheminons encore vers, si les locales doivent se tenir avant les législatives, tant mieux. Mais si on remet encore à plus tard, ou bien si on devrait les coupler, là, nous sommes vite arrivés pour les législatives. Donc il ne faudrait pas, si Fabre aussi a relancé le débat, c'est de bon augure, parce qu'il ne faut pas attendre à quelques encablures de cette joute électorale avant de précipiter pêle-mêle, et les gens vont jouer à une certaine prolongation histoire de gagner du temps. Mais vivement quand même que les gens mettre l'intérêt du pays au-dessus de tout et qu'on puisse voir. C'est l'accord politique global qui est en souffrance depuis 10 ans, quand même connaître un meilleur sort que le sort qu'on lui a réservé. Et sur un autre, une autre rubrique, moi je dirais que c'est un peu redondant cette demande quasi permanente de voir les réformes institutionnelles et constitutionnelles aboutir. C'est pas ça seulement qui doit peut-être changer le cours de vie des Togolais. Qu'est-ce qui peut changer? Vous voyez un peu le quotidien des Togolais. Voilà. Mais les Togolais sont malmenés par le mal-vivre. Le Togolais, la dernière fois, quand on parlait de la diminution des prix des produits pétroliers, les partis politiques étaient abonnés absents. Quand on parle de la cherté de la vie, ils sont absents. Quand on parle des soins de santé dans nos différents hôpitaux, ils sont absents. Quand on parle de la situation actuelle même des étudiants sur le campus, aucun parti n'a donné le ton à ce niveau. Il ne faut pas que on nous rebatte les oreilles avec les réformes institutionnelles. Est-ce que si mais peut-être il faut donner le temps aussi que d'autres débats qui concerne le quotidien des Togolais, voilà. Le quotidien des Togolais aussi soit pris en compte par ces leaders-là. Là, je crois que quand il s'agit d'améliorer le vécu quotidien des Togolais, ce n'est plus une question d'unir, ce n'est plus une question de l'ANC ni du CAR, mais c'est une question de tous les Togolais. On fait table rase de son appartenance politique dans ce sens-là. Donc, vivement que ces gens-là comprennent que cela n'incombe pas qu'à la société civile de donner le ton par rapport à cette volonté d'un mieux-être de nos compatriotes. Voilà. Alors, rapidement, réaction, voilà. Oui, je voudrais être un tout petit peu en désaccord avec l'ami Tchakala sur un certain nombre de points. Alors, vous dites que pour ce qui est de la mise en œuvre des réformes, on n'avait pas senti l'animation des responsables des partis politiques de l'opposition. Alors, vous avez parlé de commission qui a été mise en œuvre pour prendre en compte cette mise en œuvre. J'ai dit que le chef de l'État ne va pas se dédire, certainement, voilà. parce qu'il a créé un cadre. Justement. Cette correspondance, qu'est-ce qu'elle viendra changer par rapport à ce que le chef de l'État avait eu à dire voilà. Alors, j'ai pris tout mon temps le système même qui régente l'État togolais pendant des lustres. Vous savez que chaque fois que le régime en place a des problèmes, lorsqu'il ouvre des discussions avec certains groupes de la société togolaise, on essaie de créer des commissions justes pour faire tarder les choses. J'en ai pour preuve. Tout juste après la signature de l'accord politique global. J'ai dit tout à l'heure à l'entame que l'accord même a en son sein les mécanismes, tous les mécanismes de la mise en œuvre de toutes les réformes qu'il contient. Voilà. Alors, on a été surpris qu'il y ait eu des cadres de discussion, le CPDC, tout un machin voilà. Qui, au fait, s'est révélé comme étant des marchés de dupes. Qu'est-ce que ça a donné? Rien du tout. Quand vous revenez au niveau, ça, je parle de la politique, quand vous revenez au niveau de la société civile et vous prenez juste les revendications des travailleurs, est-ce que vous êtes rendu compte du jeu malsain que le gouvernement togolais a joué? Au prime abord, avec la synergie des travailleurs, on a ouvert des discussions. Le gouvernement a pris langue avec les principaux responsables de cette synergie. Et chemin faisant, le même gouvernement dit « je ne reconnais pas les membres de la synergie ». Alors, dans ce méli-mélo, il a fallu que les responsables syndicaux se regroupent pour créer une centrale syndicale. Jusqu'aujourd'hui, est-ce que la plateforme de ces revendications a été prise en compte par le gouvernement? Non. Et quand vous allez à ces discussions, on vous dit on crée une commission pour faire ci, pour faire ça, juste pour faire tarder les choses. Maintenant, ce qui est d'actualité,
Vous avez fait cas tout à l'heure du problème des étudiants. Mais quelle n'a pas été notre surprise de remarquer que les étudiants ont pris langue avec les autorités rectorales qui ont accepté faire un certain nombre de trucs. Voilà. Mais aujourd'hui, nous voilà devant la réalité. Et donc, pour moi, ayant fait l'analyse de ce système, hein, de ceux-là qui nous dirigent, quand on me parle de commission, avec ce gouvernement-là, avec ce pouvoir-là, je me dis que c'est tombé à l'eau tout ce que vous voulez dire. Donc, voilà un peu. Oui, rapidement. Oui, justement, quand cette commission-là a été créée, peut-être que vous avez vu la chose avec le regard de journaliste, avec un peu plus de recul par rapport à ce que nous avions toujours constaté. Mais est-ce qu'un seul leader de l'opposition a levé le doigt pour dire qu'il ne se reconnaîtra pas dans ce que cette commission livrera comme résultat final de son travail qui lui sera demandé? Non. Donc je me dis que quelque part, les leaders politiques même de l'opposition sont complices de cette situation, de pourrissement de la situation dans le pays. Il ne faut pas seulement pointer du doigt le pouvoir de ne pas faire ce qui est de son droit. Mais il faut reconnaître une complicité tacite qui ne dit pas son nom. Mais vous avez toujours envoyé des correspondances à l'autorité. Mais quel sort ces correspondances-là ont eu? Mais vous renvoyez encore. Mais les mêmes causes produiront les mêmes effets. Donc il ne faut pas s'attendre à grand chose. Je crois qu'on les traite par rapport à la façon dont eux-mêmes ils se conduisent. Donc c'est la conclusion à laquelle moi j'arrive. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. Bien. Je serai en partie d'accord avec ce que vous avez dit. Mais je vais vous faire savoir que l'autre face de ce régime, c'est la force brutale. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait une complicité tacite avec le pouvoir, parlant des leaders de l'opposition. Le chef de l'État togolais, M. Faure, s'il est vraiment l'incarnation de l'unité nationale, il sait très bien que dans son pays, il y a eu une opposition. Raison de plus, la loi reconnaît aujourd'hui une opposition parlementaire. Absolument. Et la loi fait obligation au chef de l'État, lorsqu'il aura à prendre un certain nombre de décisions, de le faire en concertation avec un certain nombre d'acteurs politiques. Vous savez que la décision de la formation, bien de la création de la commission est tombée juste. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et tout ça... On n'a pas muselé ceux-là qui devraient réagir. Et tout ça, on n'a pas donné le temps. On va parler tout de suite. suite. Et s'agissant même de cet accord politique, vous voyez, cet accord-là avait toutes les chances d'aboutir en 2006 s'il n'y avait pas eu ce que vous et nous connaissions. Parce que certains n'ont pas pu avoir la primature. Vous voyez, ils se sont désolidarisés de la dynamique. Donc, la faille a été tellement grande que le pouvoir a profité pour surfer sur cela. Au fait de faire perdurer une situation qui devrait être réglée depuis des lustres. Et quand on dépoussière l'accord politique global, suivant certaines humeurs, suivant certains intérêts, là, je me dis que ça part bancal. Et c'est cette situation-là à laquelle nous assistons aujourd'hui. Voilà. Rapidement, pour qu'on puisse avancer un peu, s'il vous plaît. Voilà, rapidement. J'ai été toujours en désaccord avec ceux qui parlent ainsi. Vous savez que nous sommes dans un État et si vous postulez à un poste, acceptez de travailler avec les compétents. Moi, c'est la conception que j'ai de la chose. Alors, en 2006... Est-ce que ces personnes qui étaient là-bas n'étaient pas compétentes? J'en viens. Voilà, en 2006, si certains n'ont pas accepté d'entrer dans le gouvernement d'union... Préconisé par l'accord politique. Préconisé par l'accord. Voilà. Ceux qui ont accepté faire la chose, n'étaient-ils pas compétents d'amener les autres à la mise en œuvre de l'accord? C'est en cela que je ne suis pas d'accord avec vous. Vous voulez me dire que tous les acteurs politiques qui partent au gouvernement d'union n'avaient pas la poigne nécessaire, n'avaient pas la carrure nécessaire de mettre en œuvre ces réformes-là et qu'il fallait coûte que les militants de l'UFC soient dedans. Oui, mais est-ce que c'est pas absolument à partir du moment où l'accord... Voilà une dynamique parce que ça contribue. J'en viens. Un accord. Vous savez, le professeur Ninevi a dit à la conférence nationale cette phrase-là: les accords ne concernent nullement que leurs signataires. Et à un moment donné, les gens se sont rendus compte que
vous l'avez dit tout à l'heure, reste à savoir si c'est vrai qu'ils voulaient coûte que coûte prendre la primature. C'est pourquoi ils ont refusé. Mais moi, mon problème, c'est de l'autre. Mon problème, c'est que je n'aime pas qu'on dise que ceux qui, tout juste après ça, n'ont pas pu réussir la mise en œuvre, ont failli. Pourquoi? J'ai demandé tout à l'heure s'ils n'avaient pas la poigne nécessaire de le faire sans les autres. C'est ce qui me dérange. Et puis tout à l'heure, vous avez parlé du quotidien des Togolais. Vous savez que j'ai été très ahuri d'entendre le chef de l'État la dernière fois nous parler de la pauvreté et du chômage qui ont été... Qui ont reculé, qui ont régressé. Mais j'ai été très ahuri. Je me suis posé la question de savoir, le chef de l'État serait bien compris de nous tous s'il nous disait que depuis 10 ans qu'il a pris le pouvoir, le taux de chômage était à 1%. Et qu'actuellement, il est à 0%. Mais le chef de l'État n'a pas parlé avec les coordonnées. Il est un homme d'État. Et pour nous convaincre, il faut qu'il nous convainque avec des chiffres. Voilà. Ça, c'est un. 2. Est-ce que le vécu quotidien des Togolais a changé quand le chef de l'État nous a parlé de cette réduction de la pauvreté et du chômage? Non. Est-ce que les factures d'eau et d'électricité ont diminué? Non. Est-ce que les Togolais aujourd'hui, pour aller se faire soigner, iront se faire soigner dans des centres de bonnes conditions, dans de bonnes conditions? Voilà. Non. Alors, pourquoi nous rabattons l'oreille? Ça, c'est 2. La troisième chose. Mais Alirou n'était pas de cet avis. La troisième chose, oui. Voilà. La troisième chose, c'est que vous avez dit tout à l'heure qu'on nous rabat chaque fois les oreilles de ce qu'il faut faire, les réformes. Mais il faut avoir dans un État des institutions fortes. À plus forte raison, le chef de l'État nous a parlé de la corruption. Il a dit, il faut qu'on essaie de tout faire pour éradiquer la corruption. Sinon, on a une commission, avec le travail François. Laquelle Oui, justement. On a une commission en place pour la corruption, une commission nationale de la corruption, mais je crois qu'elle ne fonctionne même pas parce qu'il n'y a pas de rapport. Voilà, allez, on va aller quand même, voilà. Oui, justement, il a ressassé tout un nombre de situations désobligeantes. Que vous dénoncez également. Que je dénonce effectivement aussi. Mais, vous savez, ça n'incombe pas au seul parti au pouvoir, même si c'est ce parti qui est aux commandes. Ce parti doit œuvrer à assurer un mieux-être aux Togolais. Est-ce qu'il le fait? Et au niveau même de la dernière campagne, vous voyez un peu le programme de société de tous les partis, c'était alléchant, c'était accrocheur. Mais c'est l'exécution de ces programmes-là qui cause problème sur le terrain. Mais quand le chef de l'État dit que non, le chômage est en net recul, et certaines situations qui ont trait au social, notamment l'électrification, et choses de l'accès à l'eau potable, mais il a dit, mais personne d'autre n'est venu démentir ce qu'il a dit avec des preuves, avec des chiffres à l'appui. Personne. Nous sommes là à dire que non, tel n'est pas le cas. Mais aucun. Nous tous, nous vivons dans le Togo, dans ce même pays. Si quelqu'un pose des actions, il faudrait en contrepartie que d'autres aussi surveillent cette action-là que celui-là est en train de poser. À partir du moment où on n'a même pas vu un seul, surtout du bord de l'opposition, sortir et de disséquer l'allocution du chef de l'État, moi j'estime que ce qu'il a dit, c'est bon. Peut-être c'est pas peut-être un laxisme parce qu'ils sont habitués peut-être. Parce que certains devraient venir avec des preuves à l'appui. Vous voyez un peu ce qui se fait ailleurs. Oui, effectivement. Il a prononcé son discours. Mais des gens vont le disséquer, ils vont passer au scanner ce discours-là et ils vont ressortir des choses avec des chiffres à l'appui. Tout à fait. Voilà. Mais plus de 2 semaines, voire 3 semaines après cette allocution-là, mais qui nous a sorti les chiffres pour nous démentir ce que le chef de l'État a dit? Personne. Ça veut dire que... Ils consentent. Ils consentent. Voilà. Bien. Rapidement, avec Delphonse, voilà, rapidement. Les chiffres, oui, mais vous savez que le chef de l'État nous a dit aussi que le Togo est sur la marche des pays émergents. J'ai été très offusqué également d'entendre le chef de l'État le dire, parce que quand vous prenez les chiffres donnés par la Banque mondiale, vous savez que le Togo, pour la plupart du temps, est classé parmi les pays en voie de développement. Certains le classent d'ailleurs parmi les pays pauvres. Alors,
Vous prenez le Togo avec $640 de PIB par habitant. C'est un pays en voie de développement. Vous prenez un autre pays qui est à la porte. Combien de dollars par habitant? $640 de PIB par habitant. Et pour être aux portes d'un pays émergent, il faut au moins 750 dollars de PIB. Et puis pour être un pays émergent, il faut 3000 dollars de PIB. Mais aujourd'hui, les chiffres sont en contradiction avec ce que le chef de l'État a dit. Vous l'avez demandé tout à l'heure. Moi, je le. Mais c'est toi qui as sorti ces chiffres-là. Mais les leaders ne sont jamais essayés à cet exercice. Les chiffres sont de la Banque mondiale. Oui. Mais la Banque mondiale, c'est pas les leaders. Et non, le chef de l'État parlait du rapport de Cube. Mais je pense que ce que Ali Rouchakala avait dit, c'est qu'il dénonce peut-être ce mutisme même de l'opposition. Non, je ne parle pas au nom moi, je parle pas au nom de l'opposition. Effectivement. Mais je suis en train de faire le décryptage de ce que le chef de l'État a dit en tant que journaliste. Voilà. Et je révèle que tout ce que le chef de l'État a dit en contradiction avec la réalité que vivent les Togolais. Mais quand on prend le dernier rapport de Doing Business, s'agissant de l'extension du réseau électrique, là-bas aussi le Togo, dans l'espace numéro moins, le Togo est en tête. Est-ce que ça, là aussi, il faut le contester? Non, mais moi, je conteste ce que je trouve. Donc moi, j'estime que c'est des institutions quand même fiables. Et j'ai ce regret-là de constater que quand ça arrange un peu l'image du pays, certains ne le concèdent pas au pays. Mais c'est quand c'est tout noir qu'on essaie... Oui, mais il y a des besoins primaires. Il faut que ça soit arrangé. Il y a des besoins primaires. Ces besoins primaires sont pris en compte. Oui, mais j'ai parlé tout à l'heure des soins, des soins que tous les Togolais doivent avoir. Mais quand vous prenez le CHU qui est le centre de référence, la dernière fois on nous a dit qu'il n'y a même pas d'électricité. Pour opérer, effectivement. Mais alors qu'on nous a dit que tout va bien. Vous prenez, j'ai parlé tout à l'heure de l'électricité et de l'eau. Il y a les délestages qui peut juste à Casablanca, des fois, on n'a pas d'eau. À Tchévier, n'en parlons pas. On dit une semaine pleine, les gens n'ont pas d'eau. Alors, à Kévé. Et là, vous avez fait allusion tout à l'heure au projet de société des candidats. Mais vous savez, des fois, ça me fait marrer de dire que les Africains ne votent pas les projets de société. Parce qu'on n'a pas eu le temps de faire le travail qu'il faut pour que tout le monde comprenne que ce candidat-là, voilà ce qu'il a fait. Il faut amener les gens à le comprendre. C'est un travail de longue haleine. Voilà, merci quand même pour ces échanges vraiment très importants. Je vais proposer quand même d'avancer dans le débat. Delphine, vous avez anticipé peut-être le prochain thème, et c'était relatif un peu à la situation des étudiants de Togolais. Depuis plusieurs semaines, c'est un bras de fer oppose ces derniers aux forces de l'ordre. Pourquoi? Nous allons le découvrir dans ce reportage. Ces images rappellent le débordement de mouvements d'étudiants le 13 janvier dernier. De l'université, ils se retrouvaient dans les rues environnantes, accompagnés de gaz lacrymogènes, des brûlés et des barricades. Une semaine plus tard, les mouvements d'humeur ont repris sur le campus. Ce jeudi matin, les échauffourées ont encore monté d'un cran entre les étudiants visiblement surexcités par leurs revendications et les forces de l'ordre. Les pierres pour affronter les gaz lacrymogènes. Et ça se lance. Plus loin, cette voiture de la police saccagée et brûlée. Son conducteur aurait été délogé et grièvement blessé par les étudiants manifestants. À l'origine de ces échauffourées, les étudiants réclament ce qu'ils appellent l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail sur le campus. Nos réclamations sont les suivantes. En premier lieu, nous réclamons nos bus. Parce que l'année passée, avant de commencer les cours, nous avons sur ce campus 5 bus. Mais à la fin de l'année, nous avons seulement qu'un seul bus. Et actuellement, je vous le dis, nous avons 2 bus. On nous fait comprendre qu'on n'a pas de gens pour réparer ces bus. Que les gens qui doivent réparer ces bus, notamment les mécaniciens, doivent venir de la France. Et si on se rappelle très bien, en avril 2015, ils nous avaient dit sur la télévision nationale togolaise qu'ils avaient acheté 21 bus pour les étudiants. Actuellement, je vous dis, on est ici au campus avec 2 bus. Nos 21 bus ne sont pas encore là. En seconde position, la cité université, notamment la cité B, a été depuis l'année passée, ils ont dit rénover, c'est-à-dire badigeonner. Et cette cité dite badigeonnée est passée de 4 000 francs à 12 500 francs CFA. La cité est dans un état vraiment défectueux. Les matériels sont dégradés.
Et automatiquement, et qu'est-ce qu'ils nous disent actuellement? C'est qu'ils vont remettre toutes les autres tickets pour lesquels nous payons actuellement 2000 francs à la même société Module Système Togo, qui va essayer d'augmenter maintenant le loyer de 2000 à 8000 francs CFA. Le matériel de sonorisation dans les amphis, ça ne va pas. Nos amphis, il n'y a pas tellement de place. Ici, ça court dans tous les sens. Ce n'est pas une manœuvre militaire, mais des démarches pour dissuader des étudiants qui engagent un bras de fer avec les forces de l'ordre. En 2014, ces mêmes revendications avaient amené à la fermeture des universités de Lomé et de Kara. 2 ans plus tard, l'université de Lomé renoue avec des mouvements d'étudiants. Voilà, retour sur ce plateau après avoir suivi ce reportage de Dieudonné Sewonou. Un reportage, comme vous avez pu le reconstater, mesdames et messieurs, c'était une course-poursuite entre forces de l'ordre et étudiants. Ça fait plusieurs mois que la situation perdure entre ces étudiants et les autorités estudiantines parce que les conditions de vie sont déplorables. Ils ont eu à énumérer beaucoup de points, notamment le problème d'amphi, le problème de logement et bien d'autres problèmes. Ils défoncent un paquet, on en parle et on ne cessera d'en parler. C'est vraiment triste de voir que ces genres de situations perdurent encore dans notre pays. J'ai été sidéré d'entendre le ministre de l'Enseignement supérieur, M. Nico Broum, ce matin, dire, parce qu'il faut que je relate tout ce qu'il a dit, ce sont des gens animés de la volonté de nuire. En termes de revendication, ce sont des alibis. J'ai pris soin de noter ces 2 phrases du ministre et il ajoute, c'est juste une trentaine ou quarantaine de personnes qui font ça. Je crois que cet élément témoin-là que vous avez passé tout à l'heure, je l'ai même dit, c'est un élément témoin. C'est une pièce en conviction qui contredit les propos du ministre. Le ministre a évoqué un effectif de 46 000 étudiants sur le campus. Et je me suis rendu compte que, avant que je ne voie cet élément-là, que c'est seulement une trentaine ou quarantaine d'étudiants qui ont mis tous les autres dehors. Je me suis posé cette question avant de me rendre compte que le ministre a fait preuve du mensonge. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, tout ce que nous avons vu là, ça dépasse au moins les centaines. Et je me rends compte que c'est une lutte qui ne concerne pas une trentaine d'étudiants, mais qui concerne les 46 000 étudiants. Et la revendication ou les revendications des étudiants ont été toujours les mêmes depuis. C'est toujours la même chose. Qu'est-ce que l'étudiant togolais veut? Mais je vous assure que moi, j'ai eu la chance de sortir du Togo. J'ai vu des universités africaines qui ressemblent aux universités européennes. Je parle de l'université de Legon à Accra. Je parle de l'université d'Abomey-Calavi du Bénin. Le Cocody. Mais oui, je suis pas allé là. Mais je suis allé dans les 2 universités là. Et aujourd'hui, je peux me permettre de dire que notre université est une brousse. Elle est une brousse. Et les étudiants demandent seulement, au XXIe siècle, nous sommes en 2015, que l'université d'hier, qui était une brousse, ne soit plus de mise en 2015. Il faut l'électrifier. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de l'électrification. Vous vous rendez compte que déjà les cours qui commencent à 18h et qui prennent fin au-delà, il n'y a pas d'électricité. Et quand vous finissez les cours, il faut que vous traversez la brousse là, qui n'est pas électrifiée. Mais les étudiants ont parlé de bus, jusqu'à preuve du contraire. Ils n'en ont que 2. Mais, pour les 46 000 étudiants. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? J'étais très ahuri d'entendre le député du CAR, M. Kissi, dire la dernière fois sur une chaîne de la place que lors de l'analyse du budget, mais ils ont remarqué qu'il y avait 2 milliards de francs CFA que le ministère de l'enseignement supérieur a reversé. On n'a même pas touché à ça. Et pourtant, il y a des besoins, il y a des revendications. Qu'est-ce qu'on veut alors?
Voilà. Qu'est-ce qu'on veut? Allez, Ro. Oui, j'ai été ému et très choqué par la situation qui prévaut sur le campus. L'élite de demain, ceux-là qui seront appelés à gérer notre pays demain, ne méritent pas tant de mépris. Et j'estime qu'on les méprise. Ils en ont assez de la dose de mépris qu'on leur a toujours administrée. Allez-y un peu sur le campus et vous vous rendrez compte de cette vie de rat que nos étudiants, nos frères, nos sœurs, nos enfants mènent là-bas. Ils étaient sortis. Cette situation qui prévaut là, ce n'est pas quelque chose de spontané. En décembre, vous vous rappelez, ils étaient sortis en Assemblée générale et ils ont énuméré un peu leurs besoins. Ils ont parlé des bus, ils ont parlé un peu des pistes, ils ont parlé de l'électrification du campus. Et ils ont donné un délai que jusqu'au 6, là, ils souhaiteraient quand même voir un début de solution apportée à toutes ces revendications. Mais on a affiché à leur endroit un mépris. Un mépris. On connaît, si on ne va pas recevoir tous les étudiants, on connaît quand même les meneurs, qu'on les appelle. C'est des gens quand même réfléchis. Mais tout ce que vous demandez là, c'est vrai, c'est légitime ce que vous demandez, mais on ne peut pas vous le concéder dans leur plénitude, tout ce que vous demandez. Mais voilà ce qu'on peut faire. Les amorces de solutions, les voilà. Ce n'est pas quand même des gens niais, ce n'est pas des niais, c'est des gens réfléchis, c'est des intellectuels. Ils accepteraient le temps que les autres aussi, les autres besoins aussi viennent, mais en plein lieu, aux places, vous avez vu un peu les propos irresponsables. On dit que les vampires se nourrissent de sang, mais je me dis que, sans lui manquer d'égard, le ministre Nico Broom se nourrit d'agitation sur le campus. Je crois que l'usure aussi a eu raison de lui. Et il ne semble pas se retrouver dans son rôle de ministre de l'enseignement supérieur. Parce que ce qu'il a dit, que ce n'est qu'une trentaine, moi je trouve ça irresponsable. Et pire encore, ce monsieur n'a pas consommé le budget, l'intégralité du budget qu'il lui a alloué. Plus de 2 milliards de nos francs. Vous savez, comment l'expliquer alors qu'il y a des besoins? Mais moi je dirais que c'est la méchanceté gratuite. Parce que leurs enfants ne sont pas sur le campus, là, qu'on laisse ceux-là qui n'ont pas de moyens, qui ont laissé leurs enfants là-bas à leur cri de sort. Si on ne peut pas concevoir qu'on puisse rétrocéder au trésor public 2 milliards de nos francs restés inconsommés. Vous savez ce que 2 milliards, ça peut acheter? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Des bus, on peut les acheter. Les amphis qui sont sans banc, on peut les refaire. Sans sonorisation. Sans sonorisation, on peut les refaire 2 milliards. Mais si aujourd'hui, le pire survenait sur le campus, je crois que le ministre Nico Broom sera le premier responsable. Parce qu'au même moment, on ne peut pas crier qu'on ne fait rien. Et au même moment, certains, par leur gestion approximative, puissent retourner 2 milliards au trésor public. Parce qu'on n'a pas trouvé le campus étant devenu ce paradis-là. Il n'y avait pas de priorité, on a dû retourner. Voilà. Vous voyez un peu la méchanceté humaine? Voilà. Et c'est comme le ministre Broom, comme entre-temps, il n'avait plus trouvé le temps de se promener sur les radios, et se pavaner et aller se faire avoir les caméras sur lui. Il a voulu que cette situation-là prévale. Sinon, depuis la première AG jusqu'à ce jour-là, on pouvait quand même trouver un début de solution. Voilà. On n'aurait pas assisté à ce que nous avions connu. Voilà. Et Delphonse, il dénonce également l'augmentation même des frais par exemple, le prix, la location, qui est quitté de 4 000 francs à 12 000 francs. Mais c'est énorme pour les étudiants. Et puis, nos investigations font état de ce que la première tranche même n'a pas été versée aux étudiants. Et ça fait même partie des doléances. Je ne peux pas comprendre que au Togo, nous parlons de la cherté de la vie et que les étudiants qui n'ont pas de boulot rémunérateur, qui se voient confrontés à ce genre de problème où, en plus de tout ce qu'ils vivent comme martyrs sur le campus, il faut qu'ils déboursent 12 500 francs. 12 500 francs. C'est-à-dire que cette augmentation des frais, je ne sais pas à quoi cela résume. Et il parle de la rénovation des cités, mais les étudiants disent qu'ils ont été juste badigeonnés. Je crois que le ministre aurait
aurait mieux faire de se taire que de nous servir toutes les insanités ou toutes ces élucubrations qu'il a débitées sur les chaînes. Comment expliquer qu'il y a tellement de besoins et on rembourse 2 milliards? Non, mais moi, j'étais très offusqué, comme lui, la dernière fois, d'entendre qu'un député, un député de la République, qui a participé à l'analyse du budget nous serve ça. Mais il y a des besoins et on retourne l'argent au trésor public. C'est de l'irresponsabilité pure et simple. C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. C'est du cynisme. Vous savez, excusez-moi, des fois, je me dis que c'est la gouvernance même qui pose problème au Togo. Excusez-moi de le dire ainsi. Feu le général Eyadema, quoi qu'on puisse lui reprocher, quand ce genre de situation se présentait, quand bien même qu'il prête oreille au ministre concerné, il a toujours tendance de recevoir une délégation de ses étudiants. Vous savez, c'est en cela que moi je suis contre le chef de l'État actuel. Parce que si le chef de l'État actuel nous dit que sa priorité c'est la jeunesse, tous ceux qui sont à l'université du Bénin sont pour la plupart des jeunes. Alors, cette situation a commencé depuis. Le chef de l'État togolais est au pouvoir, ça fait bientôt 10 ans ou 11 ans. Est-ce qu'il a pris la mesure en invitant les premiers responsables de ces mouvements-là qui s'agitent, entre guillemets, au campus pour défendre les intérêts des étudiants? J'ai entendu le ministre dire que c'est une association politisée. Mais c'est quoi ce genre de déclaration? Moi, je ne comprends pas. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, le syndicaliste qu'il est ou qu'il était, il a quitté ce manteau-là et il a tout oublié. Mais le ministre nous parle de franchise universitaire. Est-ce qu'il est dit que les forces de sécurité doivent faire irruption au campus universitaire pour faire cela? Et je remercie d'ailleurs celui qui a fait le reportage, parce que quand vous avez vu comment les véhicules des policiers fonçaient sur ce groupe, vous allez vous rendre compte, on se dirait qu'on est sur un terrain, un champ de guerre. Un champ de guerre. Alors que nous sommes dans un centre d'apprenants. Pourquoi doit-on infliger ces genres de comportements, de situations? Moi, je me dis qu'à l'allure où vont les choses dans nos pays, où le terrorisme sévit un peu partout, il faut essayer de mettre en symbiose les forces de sécurité et les populations. Ce qui se passe là, ça n'encourage pas ceux qui dirigent ce pays. Voilà rapidement une dernière réaction. Oui, je crois que Fort a ce devoir moral de soulager les ministres qui sont en panne de créativité et d'innovation. Un ministre qui vient et qui, depuis des lustres, a son postérieur posé sur le même siège, pense que tout est acquis pour lui et qu'il peut se permettre tout. Vous voyez un peu, au lieu de jouer à l'apaisement, ce monsieur, pour des raisons qui lui sont propres, est en train de verser beaucoup d'essence dans le feu. Il est en train de meurtrir davantage la relève de demain, ces jeunes-là, qui ne demandent pas grand-chose, qui demandent le juste essentiel pour que les conditions d'études puissent être quand même menées comme il se doit. Voilà. Ils ne demandent pas grand-chose. Et tenez-vous bien, quand vous parlez des cités universités qui sont à 12 500 francs, mais c'est concédé à un expatrié. J'aurais appris même que c'est un Camerounais qui gère ces cités-là. Vous voyez un peu? Comment cela est possible? Mais c'est ça. Bientôt, nos hôpitaux, peut-être ça serait des Rwandais, des Burundais ou bien d'autres qui viendront les gérer. Mais ce n'est pas possible. Le mandat, là, c'est un mandat social. Et on ne peut pas prendre des mesures antisociales. Mais les gens ne trouvent pas qu'il faut le dire. Et puis, j'ai cette ferme conviction que les gens sont en train de ramer à contre-courant d'une situation. Ça, sincèrement, c'est comme les gens, on a assez ramassé, on a ces choses-là, que Fort nous décharge et qu'on aille jouir de ce que nous avons amassé. Sinon, on ne peut pas comprendre cela. On ne peut pas comprendre cette irresponsabilité poussée de certains ministres de la République. Oui, mais c'est pas possible. 2 milliards qu'on retourne, comme si le campus, là, c'était un paradis. Et au même moment, les gens vont dire qu'on ne fait rien. 2 milliards
Ça fait au moins une vingtaine de bus d'acheter, surtout bon, si on va acheter les bus en Chine. Voilà. Voilà. Je pense que peut-être les autorités... non, mais je voudrais juste ajouter rapidement, Ildefonse. Est-ce que le ministre de l'Enseignement supérieur, est-ce que M. Broum a l'habitude de voyager dans d'autres universités africaines? Il doit le faire. Mais s'il le faisait, il ne peut pas tenir ce genre de propos, surtout que, je le dis et je le répète, que l'université du Togo, de Lomé, surtout celle de Lomé, est une brousse, c'est une forteresse. Mais est-ce que je mens? Ouais. Voilà, on espère peut-être que les conditions de nos amis, de nos petits frères étudiants soient améliorées pour que l'éducation puisse aller, ou les choses puissent aller de mieux. Voilà, on va quand même aborder la dernière ligne droite de cette émission. Nous allons parler du Burkina Faso à présent. Vous savez que le pays a été frappé la semaine dernière par une série d'attaques terroristes qui a causé la mort d'une trentaine de personnes. On va suivre cet élément tout juste après. On revient avec les confrères pour faire le décryptage. Depuis samedi, le splendide hôtel aux façades noircies, le café cappuccino à la terrasse dévastée sont devenus des zones réservées aux enquêteurs. Seuls quelques clients rescapés ont pu récupérer leurs affaires. Il y a aussi des visites d'officiels venus assurer le Burkina Faso de leur solidarité. Le Premier ministre malien dimanche, le président béninois ce lundi. Pour les Burkinabés tenus à l'écart, avenue Kwame Nkrumah, beaucoup de questions se posent encore, en particulier sur les failles qui ont permis cet attentat. Il n'y a pas beaucoup de sécurité dans notre pays. Tout le monde peut rentrer dans notre pays comme ils veulent. C'est mal arrivé, c'est le mauvais moment, parce qu'on n'en avait pas besoin. Parce qu'on sort d'une crise qui nous a franchement affaiblis sur tous les plans. 18 enquêteurs français sont venus épauler leurs collègues, mais on connaît toujours aussi peu de détails sur l'attaque. 7 corps restent à identifier. Al-Qaïda au Maghreb islamique a publié la photo de 3 membres supposés du commando, mais de nombreux témoignages font état de plus de 3 assaillants. D'autres parlent de la présence de femmes. Les djihadistes ont prié dans une mosquée proche avant de passer à l'attaque, affirme le ministère de l'Intérieur. De quoi alimenter les suspicions. Nous serons plus vigilants, mais ça ne peut pas nous empêcher de vivre avec nos autres frères ailleurs, que tu sois noir ou blanc, que tu sois chrétien ou musulman. Environ 60% de la population du Burkina Faso est musulmane. Et tous les pays de la sous-région, des pays pauvres, craignent maintenant la radicalisation de quelques-uns qui pourraient fournir des combattants et des soutiens aux groupes terroristes, toujours plus incontrôlables et sans frontières. Voilà, retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que nous recevons pour le compte de ce numéro de l'émission Le Point, Ildefonse Akpake, directeur de publication du journal La Gazette du Golfe, et à Luro Tchekala. Lui, il est directeur de publication du journal Le Courrier de la République. Chers confrères, la situation sécuritaire sur le continent africain est préoccupante. Il y a eu le Mali hier, il y a eu le Niger, et maintenant c'est le Burkina Faso. Ils sont à quelques pas du Togo, on peut le dire ici. Oui. La menace djihadiste, ça craint vraiment, ça se rapproche un peu plus de nos sols, de notre territoire. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Entre-temps, c'était le Nigeria qui était malmené par Boko Haram. Et il n'y a pas longtemps, en décembre, c'était à Bamako, où un hôtel 5 étoiles a été frappé. Radisson Blu. Et la dernière fois, c'est notre voisin immédiat du nord. Qui a goûté un peu à la furie de ces fous, avec des morts que cela a engendré. Ça veut dire qu'ils sont à nos portes. Et on doit multiplier un peu plus de vigilance. Ça ne serait plus l'affaire des seuls corps habillés, mais ça doit être une lutte commune à nous tous. Et parce que par 2 fois, ils ont attaqué des hôtels. Ces gens-là ne sont pas aussi bêtes que ça. Ils ne vont plus attaquer l'hôtel, peut-être. Peut-être qu'ils ne vont plus attaquer des hôtels. C'est d'autres points névralgiques qu'ils prendront comme cible. Donc, c'est un combat commun. Et moi, je voudrais ici demander aux services de renseignement surtout d'être très vigilants. Parce qu'il ne faut pas attendre que la situation survienne avant de réagir, avant de voir si le mécanisme de réaction qu'on a mis en place est efficace ou pas. Voilà. Mais il faut plutôt contrer cela. Il faut anticiper. Et cette anticipation viendrait un peu de la promptitude de réaction de nos services de renseignement qui donneraient des informations utiles à temps opportun pour peut-être étouffer ces éventualités-là. Voilà. Mais dans le cas espèce, nos frontières au nord de certains regroupements sous-régionaux et ainsi de suite sont devenues tellement poreuses que n'importe qui rentre à tout moment et ressort à tout moment. Voilà. Mais il y a une autre situation
je vais aussi dénoncer, c'est cette trop grande facilité aux gens, à ceux-là qui assurent la sécurité, de demander de l'argent. Ils sont peut-être mal payés, c'est la raison pour laquelle, s'ils étaient bien payés, ils n'allaient pas le faire. Depuis quelque temps, on a quand même soigné leur salaire. Hein? Mais ça ne se voit pas. Leur salaire. Mais ça ne se ressent pas. C'est le vice. Ils sont payés pour ça. Personne, nous tous ne devons pas être d'accord. Ah bien, s'ils le sont, c'est leur vocation. Ils doivent l'assumer dans l'absolue responsabilité. Mais des gens qui vous faites, ils sont en patrouille, votre véhicule passe. Ils ne fouillent même pas le véhicule. Il suffit seulement de leur tendre un petit billet, puis là, ils vous disent de passer. Alors, ne sachant pas ce que le véhicule transporte. Et au niveau même de certains points, quand on prend un peu les cités, OUIA et puis la résidence du Bénin, il suffit seulement qu'il y ait une plaque RTG ou bien OI ou bien CD. En amont, on ne fouille même pas. Vous voyez un peu le mode opératoire de ces djihadistes, c'est fou là. Au niveau de Bamako, à Radisson Blu, ils étaient venus avec une plaque diplomatique. Ils sont sortis de ce véhicule-là. Donc, ça veut dire que ces gens-là sont tellement futés. Ils rivalisent d'imagination. Oui, d'imagination qu'il faudrait quand même que nous redoublions de vigilance. Tous ceux-là qui viendraient à arborer des comportements un peu suspects, il faut les signaler. Il faut les signaler. Voilà. On espère peut-être que les services de renseignement vont plus travailler sur cet aspect que de peut-être faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, on le sait. Vous savez que pour le Togo, j'ai bien peur. J'ai bien peur pour mon pays parce que l'impression que les populations togolaises ont, c'est que il n'y a pas de promptitude quand un certain nombre de faits ou bien de situations se présentent. Aliroua parlait tout à l'heure des services de renseignement. Comment mettons à contribution les populations dans la collecte des informations, des renseignements, pour que les agents de renseignement arrivent à avoir des indices concordants, surtout pour ce qui est d'individus suspects ou bien de menaces suspectes. Comment le fait-on? C'est la grande question. Parce que on a comme l'impression que les agents de renseignement au Togo se sont seulement agglutinés à travailler pour ceux qui dirigent. L'exemple, c'est que vous avez remarqué tout ce qu'il y a eu comme braquage et le grand banditisme qui a suivi dans un passé récent. Voilà. Est-ce qu'il y avait des agents de renseignement? C'est la grande question. Si oui, comment se fait-il que ces agents de renseignement n'arrivent pas à collecter les informations pour pénétrer ces groupes-là et mettre la main sur eux? Mais l'expression largement la plus répandue aussi, c'est que vous allez entendre les populations loméennes dire que les services de sécurité et de défense ne sont rodés que dans la répression des populations. Alors aujourd'hui, la grande question... Ils vont réprimer les djihadistes. Mais aujourd'hui, la grande question, c'est de savoir comment fait-on pour mettre en symbiose et les forces de sécurité et de défense et les populations. Parce que les agents de renseignement ne peuvent pas opérer sans qu'il y ait cette cohésion voilà. Synergie, entre elles et les populations. Et donc, c'est la grande question. Et puis, c'est l'occasion même de dénoncer cette folie meurtrière que certains êtres humains essaient d'étaler sur toute la planète. C'est-à-dire qu'on n'a plus peur de mourir. Il y a des gens qui n'ont plus peur de mourir. Et ou bien de donner la mort. Voilà. Vous vous rendez compte que le mode opératoire au Nigeria, c'était les marchés et les stations de taxi. Voilà. Mais ce qu'on a remarqué au niveau du Burkina et du Mali, c'est les hôtels. Alors, on devait se rendre compte maintenant que... Quelle est la stratégie qui pourrait être adoptée? Non, mais la stratégie, c'est que ils sont en train de cibler des lieux où il y a des attroupements. Mais ce que je crains aussi, c'est que les informations ont fait état de ce que il y a des munitions qui ont traversé notre territoire et ont été arrêtées au Ghana. C'est le 6e tour.
Mais la grande question et ce qui fait peur, c'est que Qu'est-ce si les munitions sont passées par là, donc ce qui veut dire que les armes aussi ont transité. Nous vivons toujours dans l'insécurité parce que